C'est bon? Alors j'y vais. Donc, le petit problème, c'est que cette conférence est plus longue que la précédente. On n'a pas, cette fois-ci, des frappadins, comme je les ai gentiment appelés tout à l'heure. On a vraiment une question intéressante liée au vaccin. C'est-à-dire que dès la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, lorsqu'il y a les premières vaccines, on n'appelle pas ça encore des vaccins à l'époque, qui apparaissent, on a déjà des réactions violentes. Alors ces réactions, pour une fois, je ne les ai pas appelées ésotériques, occultistes ou autres, mais vraiment irrationnelles. Pourquoi ? Parce qu'on a des réactions de deux sortes différentes. D'un côté, on a un rejet de type traditionnel. En gros, c'est quoi ce machin? C'est un vaccin, ça a été dans le corps d'un animal, je vais me transformer en vache, en bœuf, etc. On l'a. Et de l'autre côté, à ce moment-là, on est donc fin période romantique, début période romantique. On a aussi des réflexions de type nature-philosophie, c'est-à-dire d'ésotérisme, là cette fois-ci pour du bon, avec des pratiques d'analogie. C'est-à-dire qu'il y a des réactions chez les théosophes, chez, par la suite, la société théosophique, qui n'est pas la même chose, puis après encore chez les anthroposophes, chez Rudolf Steiner, qui vont mettre en avant un parallèle entre des pratiques traditionnelles par analogie, c'est la magie. Ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas. On doit continuer de garder ce parallélisme. La science est une science abrasive, destructrice, chimique, qui détruit cette harmonie céleste. Donc on a deux critiques qui vont se faire très rapidement. Et à côté de ça, au moment, là on va avancer un peu dans le temps, au moment où les Européens colonisent le reste du monde, on va avoir aussi un attrait très fort de la part de certains médecins qui baignent dans cette culture occultiste ésotérique, parce que ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est vacciné contre ce genre de pratique, bien au contraire. J'ai des tonnes d'exemples à Cambrai. Non, je dis ça en rigolant, j'ai mis 1 an pour trouver un médecin. Par contre, des réflexologues, des naturopathes, des homéopathes et autres marchands de poudre de perlimpinpin, il y en a des tonnes. Mais ça va s'expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est vacciné contre ça. Certains médecins vont garder du côté des empires coloniaux, notamment asiatiques, les rejets de cette politique vaccinale. Et là, du côté des Britanniques et des Français, on a deux réactions intéressantes qui sont des réactions à l'État colonial. Un, on ne va pas se faire vacciner, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Côté musulman, imaginez si c'est du sang juif, roupi ou autre, voilà. Non, ça existe. Tel que. Donc, réaction ultra-raciste. De l'autre côté, réaction du type, là plutôt du côté de la Chine, on a une science millénaire traditionnelle. Pourquoi on va littéralement s'enquiquiner avec des pratiques occidentales chimiques? Là, c'est un point intéressant parce que ce rejet de la science occidentale va se retrouver par la suite intégré dans les discours occultistes et ésotériques. On a un certain nombre de pratiques, fin 19e, début 20e, je vais revenir là-dessus, qui vont rejeter cette science chimique au profit d'une approche plus holistique, plus occultiste, plus ésotérique. Je fais exprès d'utiliser le terme holistique, parce que si j'ai le temps, on va parler un peu du New Age. Du New Age, Nouvel Âge. Ouais, je commence à plus avoir de voix, comme vous pouvez l'entendre, donc j'ai du mal à articuler. Veuillez me pardonner, et si vous ne comprenez pas, il faut le dire. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc là, on est plutôt mi-19e, fin 19e, et il y a un décrochage qui va se faire entre l'ésotérisme, l'occultisme d'un côté, et la science de l'autre. Ça peut sembler paradoxal, mais les milieux ésotériques, jusqu'à la révolution de 1848, grosso modo, étaient plutôt progressistes. Et à partir de la seconde moitié du 19e, on bascule vers quelque chose de plus en plus anti-moderne, de plus en plus anti-scientifique. On le trouve dans les deux cas. Donc, à ce moment-là, on a déjà un décrochage entre les premières vaccinations, des débats notamment avec Pasteur, et avec des milieux médicaux, paramédicaux, pseudo-médicaux, comme vous voulez, qui baignent dans l'occultisme et dans les milieux théosophiques. Et
à partir de ce moment-là, il y a un constat à faire. J'essaye de faire vite tout en gardant une cohérence. Il y a un point, un rappel à faire, c'est qu'il y a un lien très ancien entre ésotérisme et christianisme. Ce qu'on appelle ésotérisme, c'est de la théologie chrétienne dont on a perdu le sens. Ça, c'est la grande leçon d'Émile Poula, qu'on retrouve chez Jean-Pierre Laurent ou chez Antoine Fèvre. Donc, ésotérisme, christianisme, ça donne naissance au 19e à la médecine catholique. En Occident, ce sont les catholiques qui sont les premiers à être attirés, pour ces raisons-là, vers l'homéopathie, par l'homéopathie, puisqu'il y a cette idée de correspondance. Et le lien de pensée par analogie. Donc, parmi les premiers à rejeter la vaccination, on a les catholiques, on a des médecins qui sont dans la science catholique. Alors, si ce débat vous intéresse, je suis désolé, je vais faire vite. On a un excellent bouquin qui est tiré d'une thèse, c'est Léo Bernard, comme le prénom, qui s'appelle « Hippocrate initié, courant ésotérique et holisme médical en France dans l'entre-deux-guerres ». C'est une thèse de doctorat, elle est excellente. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, les rejets de la vaccination, sont apparus au même moment que les premières campagnes, justement, d'envergure de vaccination. Alors, comme je l'ai dit, ça, c'est le côté rejet de l'État, de l'administration. Les populations les percevaient comme des contraintes imposées par l'État, jusqu'à les assimiler, et ça, gardez ça dans le coin de la tête, on va en reparler après, comme des formes de marquage. La cicatrice vaccinale, c'est exactement le même discours qu'on a après au moment du Covid sur les vaccins, l'aluminium, etc., 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 etc. Tout ce qu'on a comme polémique aujourd'hui sur les vaccins, ça vient du 19e. Ils n'ont rien inventé, ils ont juste réadapté. Donc là, c'est quelque chose qui est important à l'époque. Alors, tac. Et donc, comme je vous l'ai dit, dès 1800, là en l'occurrence 1802, les premières ligues antivaccinales britanniques, ils étaient pionniers, se plaisent à faire circuler l'image d'un monstre animal. Une vache qui contiendrait toutes les maladies et qui servirait de base pour les vaccins. Et qui serait aussi, à la fin, le résultat, l'évolution de la personne vaccinée. Voilà. Tout part de la vache et tout finit en vache, pour le dire autrement. Et ces discours vont pas marcher dans les élites, à part celles que je vous ai dit, plutôt marquées par l'occultisme, mais plutôt dans la paysannerie. Et là, il va y avoir du lobbying de ces ligues auprès des paysans qui vont laisser croire que le vaccin créant à partir de vaches entraîne des modifications morphologiques, comme je viens de vous le dire, chez l'enfant inoculé, qui va se transformer en minotaure. Donc évidemment, ce discours va être abandonné, puisque très rapidement, avec les campagnes notamment de Louis Pasteur en France, la vaccination va entrer dans les mœurs. Mais ces discours ne vont pas disparaître pour longtemps, on va le retrouver dans les marges. J'aime beaucoup les marges, parce que ça vient toujours des marges, des évolutions. Et ces discours vont disparaître de la mémoire collective, mais vont rester dans les milieux occultistes. Et là, un point sur lequel je ne suis pas revenu tout à l'heure, c'est le lien entre occultisme et New Age. Le New Age, qui apparaît dans les années 50-60, notamment sur le campus américain, c'est une version sécularisée de l'occultisme fin de siècle. On perd le religieux et on fait du bricolage religieux. J'aime bien cette formule de bricolage que j'ai piquée à Claude Lévi-Strauss, mais c'est ça. On prend des bribes diverses et variées, on fait un truc à la carte et on tente de trouver une cohérence. Le New Age, c'est ça. C'est Massimo Introvigné qui disait que le New Age était un réseau de réseaux. Alors, c'est tout à fait ça. Donc là, ces discours vont rester dans les marges, dans ces marges New Age. C'est-à-dire que tout ce que la science va pousser, le New Age va le prendre. Alors le New Age, c'est génial. Ça apparaît dans les années 50, donc tous les néo-païens ne sont pas New Age, parce que le néo-païen, c'est 18e. Mais d'un autre côté, chez les New Age, on va retrouver des réseaux, on va trouver Castaneda, la lithothérapie, l'idée que les extraterrestres sont des entités supérieures qui sont là pour nous éduquer, etc., etc., etc. Bon, bref, c'est un grand foutoir. C'est la meilleure définition que j'ai pour le New Age, c'est un grand foutoir. C'est simple, tout le monde comprend. Donc, ces discours vont rester là-dedans. Dans ces milieux-là, vont être marginalisés
pendant très longtemps. Cependant, ce qui va permettre le retour de ces discours dans l'opinion publique internationale, c'est que depuis 1945, on a quand même un certain nombre de dérives scientifiques assez catastrophiques. Alors, je prends toujours les mêmes exemples, c'est-à-dire on a Three Mile Island, on a le FOG londonien britannique, on a Céveso, on a Bhopal, etc., etc., etc. Ça, c'est des incidents, des accidents qui vont miner la confiance des personnes dans la science et dans le progressisme. On est en plein dedans. Le New Age va se nourrir de ça, surtout qu'il y a des liens entre la nébuleuse New Age et les discours écologiques radicaux. Alors, je ne mets pas tous les écolos dedans, mais chez les radicaux, il y a des liens qu'on va retrouver notamment chez les antivax. Et pour le cas des scandales médicaux, on en a quand même un certain nombre. Alors, on a le thalidomide, qui va être utilisé comme sédatif chez la femme enceinte et qui va provoquer des scandales, des malformations chez les fœtus, 161. On a le talc de morange, et j'ai pris que des exemples français. Hein. Donc vous imaginez, si on fait par pays, le talc de morange des années 70, avec un produit chimique qui a contaminé ce talc et qui a touché plus de 200 enfants, avec des morts et des atteintes neurologiques graves. Ça, on ne l'a pas oublié, le talc de morange. On a dans les années 80 l'affaire du sang contaminé, évidemment. Donc la transfusion sanguine, ce n'est pas du vaccin, mais ça commence à toucher. Ensuite, on a la question de l'hépatite C, avec le vaccin de l'hépatite C qui est problématique aussi. Dans les années 90, la crise de la vache folle, et etc., etc., etc. J'ai gardé juste la dernière, le Mediator, en 2009. Là, donc, pour une partie de l'opinion publique, on a une faillite du monde médical, on a une faillite de la communication médicale, et on a la possibilité pour ces nébuleuses New Age de ressortir des marges ces discours. Et ces discours donc, vont revenir de plus en plus bruyamment à partir des années 90-2000, avec par exemple des expressions comme science officielle. S'il y a une science officielle, il y a une science officieuse qui est plus juste. Donc une science des fringes, des marginaux. La science officielle, d'ailleurs, est utilisée comme expression par les milieux anti-vax, sous-entendant qu'il y a d'autres formes légitimes de science et de savoir. Et là, je reviens à mon occultisme. Quelles sont ces sciences légitimes ? Toutes les pratiques irrationnelles, païennes ou autres, qu'on a un peu partout mis en avant, ce qu'on appelle les médecines alternatives. L'homéopathie, le yoga, le végétarisme, je mets tout pêle-mêle. Évidemment, je fais vite. Mais on a quelque chose qui est intéressant parce qu'on a des pratiques qui sont légitimes. Le fait de ne pas manger de viande, je ne vois pas en quoi c'est illégitime. Mais d'un autre côté, on a une mise en avant en même temps de pratiques qui peuvent être dangereuses. Alors parmi ces pratiques dangereuses, là je fais juste un petit aparté, j'essaye de faire très vite. On a la société anthroposophique. On en a parlé pendant la pause du midi avec les personnes qui étaient autour de moi. Mais la société anthroposophique, c'est quoi ? C'est Rudolf Steiner. Steiner, c'est un occultiste chrétien germano-austro-hongrois ou je ne sais pas trop quoi. Il vient de l'Empire austro-hongrois, c'est plus simple. Qui est grenouillé avant, qui était membre de la Société théosophique de Blavatsky, donc on est dans l'occultisme pur et dur, qui va développer une science chrétienne et qui va mettre en avant les thèses de la nature-philosophie, notamment l'homéopathie. Tous les trucs que vous pouvez acheter généralement en machin homéopathique, c'est lié à la société anthroposophique. Et donc Steiner partait du principe occultiste, voire même ésotérique, il y avait une correspondance entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et que pour se soigner, on devait utiliser soit la mémoire de l'eau, ce qui n'a jamais été démontré, soit utiliser des productions pharmaceutiques, là encore entre guillemets, d'origine analogique. Alors je prends un exemple typique. Dans les années 20, une membre de la Société théosophique, qui avait une formation de pharmacienne, avait voulu, et ça c'est terrible, inventer un vaccin contre le cancer, à base de gui. Le gui. Alors pourquoi le gui ? Parce que le gui est une plante parasite. Donc analogie entre la plante parasite qui phagocyte l'arbre et le cancer qui parasite le corps humain a été faite. Ils ont tenté de mettre ça en place. Bon,
Steiner est mort d'un cancer de l'estomac 2 ans plus tard. Non, je dis ça en rigolant, mais ce n'est pas amusant, puisque aujourd'hui, dans ces milieux alternatifs et dans certains milieux médicaux dévoyés, on a quand même la promotion de ce genre de pratique. Remboursé par des mutuelles. En plus. Mais oui, j'acquiesce, effectivement. Donc, voilà, on a cette problématique qui est intéressante, qui est quand même là, puisque ça va s'enrichir dans les années 80 au nom des discours alternatifs ou contre-culturels des années 60 et 70. On va voir ce genre de discours être enrichi par l'action écologique, alternative, etc., etc., etc. Et donc, on a quelque chose qui est intéressant parce qu'à partir des années 80, je suis désolé, je suis en train de le faire très vite, à partir des années 2010, pardon, non, 98, on a, à partir de 98, toute une polémique mondiale sur la rougeole, avec le rapport et l'affaire Wakefield. Alors, Wakefield, Andrew Wakefield, c'est un médecin britannique, un chirurgien britannique, qui va outrepasser sa zone de compétence, c'est-à-dire qu'il est au départ un chirurgien du tube digestif, qui va s'intéresser au vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et il va produire un article qui a été retiré trop tard sur la dangerosité de ce vaccin. Et voilà, je me dépêche et je dis, j'oublie la moitié des mots. Et qui provoquerait des formes d'autisme parce qu'il contient de l'aluminium médical. Je suis retombé sur mes jambes. Alors évidemment, cette polémique va être reprise outre les discussions scientifiques médicales. On va la retrouver dans les tabloïds britanniques. Ça va être repris par toute la mouvance New Age avec les dégâts qu'on connaît aujourd'hui sur la vaccination et l'aluminium médical. Le problème, c'est que les autorités médicales mondiales et la revue The Lancet vont mettre beaucoup trop de temps à retirer l'article et à montrer que l'étude était fausse. Alors, voilà, très rapidement, des médecins vont contester la thèse de Wakefield, ils vont contester la méthodologie, etc., mais c'est trop tard. Et là, ce qui est intéressant dans mon propos, et là je vais essayer 4 minutes, et ça fera 15 minutes pour discuter. Ce qui est intéressant dans mon propos, c'est qu'on voit que des thèses anti-vax viennent du début du 19e, avec un certain nombre de discours, de remarques qui datent de leur époque, avec des arguments de type ésotérique, occultiste, mais qui, quasiment 100 ans, 150 ans plus tard, se retrouvent quasiment à l'identique dans une polémique sur un vaccin qui a fait ses preuves. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, l'ère du temps a changé, les opinions publiques, pour une raison X ou Y, sont devenues de plus en plus favorables à ces discours, et que cette hypothèse Wakefield va être à l'origine de l'hésitation vaccinale qu'on connaît aujourd'hui, avec des conséquences catastrophiques. C'est-à-dire que Wakefield a été radié de l'ordre des médecins, mais il va ouvrir une clinique au Texas. Ouais. Il est saint proche de Kennedy. Et il va continuer de proclamer ses thèses via des lobbies anti-vaccins américains. Ces lobbies anti-vaccins américains vont recevoir un écho favorable des New Age, alors que les New Age sont les premiers à taper sur Big Pharma. Cherchez la logique. Et etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un martyr pour cette cause anti-vaccin, qui est Wakefield. Il aurait été victime, et là je me cite, d'un grand complot mondial qui lie les États, l'OMS et l'industrie pharmaceutique, car il aurait dénoncé des vérités cachées. On a toujours des vérités cachées dans le milieu occultiste, il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on tente de nous masquer. Quand on ne sait pas lié à la zone 51, c'est autre chose. Mais voilà, pour finir là-dessus, et je suis désolé, j'ai condensé, on a un discours qui est vraiment très intéressant, puisqu'on peut faire une généalogie. Rejet du vaccin par peur du vaccin au 19e, parce qu'on ne connaissait pas. Marginalisation dans des sphères marginales, occultistes, ésotériques, pré-New Age, qui reviennent aujourd'hui et qui sont diffusées aujourd'hui à la fois par cette nébuleuse New Age et par les milieux complotistes. Un des plus grands défenseurs de Wakefield, et j'arrête là-dessus, c'est David Icke.
Alors pour ceux qui sont fans de football, ce qui n'est pas mon cas, Ike est un ancien joueur professionnel britannique qui a été membre des Verts britanniques, qui s'est fait virer des Verts britanniques et qui est l'auteur de livres au titre fort sympathique comme « Race humaine, lève-toi », parce qu'il est persuadé que nous sommes colonisés par des reptiliens. Et je terminerai là-dessus.